Si tu te reconnais dans ce que je raconte, si toi aussi tu es dans cette phase floue, inconfortable, instable, alors ce podcast est aussi fait pour toi. Ce podcast existe pour une seule raison: documenter ce que ça coûte vraiment de construire sa liberté financière. Bienvenue dans le journal d'une future millionnaire. Si tu écoutes cet épisode en espérant entendre l'histoire de quelqu'un qui a déjà réussi, je préfère être honnête tout de suite. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je suis encore en train de me battre avec l'endettement. Je n'ai pas encore atteint la liberté financière. Et ce podcast, ce n'est pas un récit de victoire, c'est un journal. Dans l'épisode d'introduction, je t'ai expliqué pourquoi j'ai créé ce podcast. Parce que je voulais documenter mon chemin vers la liberté financière, pas raconter une réussite inventée après coup. Dans le premier épisode, je t'ai parlé de la genèse, le travail très tôt, la médecine, le labo, et cette relation compliquée à l'argent que je n'avais jamais vraiment questionnée. Aujourd'hui, dans cet épisode 2, je vais te parler du moment où quelque chose a commencé à bouger. Pas extérieurement, mais mentalement. Je vais te raconter mon entrée dans l'entrepreneuriat. Le fait de ne pas avoir été soutenu par mes parents, la solitude et surtout la personne qui a provoqué un vrai shift mental chez moi. Ce n'est pas une success story, c'est plutôt une histoire de rupture avec un schéma et une trajectoire toute tracée. Bienvenue dans le journal d'une future millionnaire. Avant de te parler d'entrepreneuriat, avant de te parler de déclic, avant même de te parler de cette personne qui a participé à mon shift mental, il faut que je revienne à cette période très précise de ma vie. Parce que non, je n'enchaînais pas les jobs, mais je travaillais quand même sans relâche. J'avais un job d'été, un emploi à temps partiel, et surtout, j'étais étudiante. À ce moment-là, je pensais faire les choses correctement. Je pensais être raisonnable, être dans le bon chemin. Mais avec le recul, je me rends compte que c'était justement là que s'est installé un premier déséquilibre. Pas financier, mental. Et pour comprendre la suite, il faut comprendre comment cette période a réellement commencé. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais un contrat à temps partiel de 25 heures. Je gagnais environ 800 euros net. Et soyons clairs, même à l'époque, je savais que ce n'était pas beaucoup. C'était bien, c'était mieux que rien, mais ce n'était clairement pas suffisant pour construire quoi que ce soit. C'est pour ça que je n'hésitais pas à me proposer pour faire des heures supplémentaires. Pas par passion du travail, parce que soyons clairs, étant donné que c'était un job d'été, ce n'était pas un job que je qualifierais de valorisant. Mais parce que j'avais compris une chose: si je voulais gagner plus, il fallait soit travailler plus, soit viser autre chose. Et très tôt, dans ma tête, ce job n'était clairement pas une finalité. Je savais pertinemment qu'il était temporaire. Je ne me projetais pas dedans. Et à ce moment-là, mon raisonnement était simple. Si j'obtiens un diplôme plus important, alors j'aurai un salaire plus important. C'était logique, rationnel, et c'était ce qu'on m'avait appris. Puis, j'ai été acceptée directement au second semestre du DUT Génie Biologie. Et là, mes priorités ont changé. Mon contrat de 25 heures est devenu un contrat 12 heures. Le reste de mon temps, je l'ai passé à la fac. J'étais donc étudiante et je l'assumais pleinement. Mon salaire est alors passé d'environ 800 euros à 600 euros net. Et encore, 600 euros c'était théorique, parce qu'en réalité, avec les retards, les contraintes, ça descendait souvent en dessous. Mais là encore, je ne voyais pas ça comme un échec. Je me disais, c'est normal, c'est une phase, j'ai investi dans mes études. Et à côté de ça, il y avait quelque chose que je continuais à nourrir: la musique.
Je faisais de la musique avec la personne qui m'a appris à chanter. C'était sérieux et très important pour moi. Mais comme j'étais jeune et sans véhicule, les répétitions tardives devenaient souvent source de conflits avec mes parents. Pas parce que je ne faisais rien, mais parce que ce que je faisais ne rentrait pas complètement dans le cadre qu'ils avaient imaginé. À ce moment-là, je pensais encore que tout ça allait se résoudre avec le temps, avec un diplôme, avec un meilleur salaire. Je n'avais pas encore compris que le problème n'était pas seulement le montant du salaire, c'était le modèle. Plus le temps passait et plus je sentais un décalage grandir. D'un côté, il y avait mes parents. Leur vision était claire. Faire des études, obtenir un diplôme, avoir un travail stable, être en sécurité. Et honnêtement, je ne peux pas leur en vouloir. Ils ne voulaient pas mon mal. Ils voulaient me protéger. Mais, de l'autre côté, il y avait ce que moi, je ressentais. Cette impression d'être constamment en train de rentrer dans un moule qui n'était pas vraiment le mien. La musique prenait de plus en plus de place. Les répétitions finissaient tard. Je n'avais pas de voiture. Je dépendais encore d'eux. Et ce, même si toutes les fois où j'avais des répétitions tardives, on me déposait à la maison, ça restait quand même problématique pour mes parents. Et très vite, ça a créé des tensions. Pas des disputes spectaculaires, pas des cris, même si parfois il pouvait y en avoir. Mais c'était plutôt des silences, des regards, des incompréhensions. J'avais l'impression que ce que je faisais n'était jamais vraiment légitime, pas assez sérieux, pas assez concret. Et moi, à l'intérieur, je me débattais avec deux peurs. La peur de les décevoir et la peur de m'éteindre. À ce moment-là, je continuais à me dire, ça ira mieux quand j'aurai mon diplôme, ça ira mieux quand j'aurai un meilleur salaire. Je pensais encore que la validation viendrait de l'extérieur. Je ne savais pas encore que ce que je cherchais n'était pas une autorisation, c'était une permission intérieure. Dans ce même laps de temps, je faisais pas mal de rencontres, notamment dans le milieu de la musique. Et dans ce milieu, j'ai notamment fait la rencontre d'une personne qui, pour le coup, n'est pas arrivée avec un plan, ni avec des promesses. Elle n'est pas arrivée pour me sauver, mais elle était comme un miroir. Elle ne m'a pas dit fais ci ou fais ça. Alors qu'on était assez complémentaires musicalement, elle m'a montré sans forcément le formuler qu'une autre manière de vivre était possible. Une autre manière de penser l'argent, le travail, le temps. À son contact, j'ai commencé à comprendre une chose essentielle. Ce n'était pas à mon niveau d'effort le problème, c'était la direction. Cette personne m'a fait réaliser que certaines personnes ne cherchaient pas seulement à être payées, elles cherchent à construire. Et ce jour-là, pour la première fois, j'ai envisagé l'entrepreneuriat autrement que comme un fantasme. Pas comme une fuite, mais comme un terrain d'expérimentation. Je n'avais pas d'argent, ou du moins très peu que je gérais très très mal. Je n'avais pas de soutien, clairement pas. Pas de soutien de mes parents. Je n'avais pas de certitude, mais j'avais quelque chose de nouveau. Une permission. La permission d'essayer, de me tromper, de sortir du script. Et même si à ce moment-là, je ne le savais pas encore, c'est exactement là que mon chemin vers l'entrepreneuriat a commencé. Quand j'ai commencé à envisager l'entrepreneuriat, je ne me suis pas réveillée un matin avec un plan clair. Il n'y avait toujours pas de stratégie précise, pas de business model structuré et encore moins de sécurité financière. Mais il y avait quelque chose de très différent que j'avais connu jusque-là. Une certitude.
La personne qui avait contribué à mon shift mental m'avait donné accès à sa formation. Et à l'intérieur, il y avait un module en particulier, le mindset. Ce module-là n'a pas transformé ma situation du jour au lendemain. Il n'a pas fait apparaître de l'argent. Et il n'a clairement pas réglé mes dettes. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus puissant. Il a ancré en moi l'idée que j'allais réussir. Pas peut-être, pas si tout se passait bien. Réussir, point. Pour la première fois, je ne me lançais pas avec l'espoir que ça marche. Je me lançais avec la conviction que c'était une question de temps. Alors oui, mes débuts étaient très maladroits. Je n'étais pas encore sûre de ce que j'allais vendre, mais je savais que je voulais débuter avec le e-commerce. Et de ce fait, je me suis inscrite à la chambre des commerces. Contre la volonté de mes parents. Mes parents n'étaient clairement pas pour, puisque pour eux, l'entrepreneuriat était synonyme de charge importante. Donc, vu que je continuais dans ma lancée, je testais, j'apprenais, je faisais des erreurs, d'ailleurs beaucoup d'erreurs. Mais intérieurement, je n'étais pas en train de douter. Je savais que chaque tentative, même ratée, faisait partie du processus. Pour moi, l'erreur n'était pas un signal d'échec, c'était une étape et ça change tout. Parce que quand tu es persuadé que tu vas réussir, tu ne fais plus les choses pour te rassurer, tu les fais pour construire. Et à ce moment-là, je ne gagnais pas encore d'argent. J'étais toujours étudiante, toujours dépendante et toujours fragile financièrement. Mais mentalement, quelque chose s'était déverrouillé. Je n'étais plus en train de me demander si j'allais m'en sortir. Je me demandais comment. Et même aujourd'hui, alors que tout n'est pas encore réglé, je peux dire une chose sans hésiter. Ce module mindset a été le point de départ de ma certitude. Pas une garantie, une direction. Et quand cette certitude s'installe, il n'y a plus de retour en arrière possible. Tout ce que je viens de raconter, ce n'est pas une success story. Loin de là. Cela fait maintenant des années que je suis dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas le récit d'une ascension fulgurante. C'est le moment précis où quelque chose s'est figé à l'intérieur de moi. Pas une réussite, mais une direction. Depuis ce moment-là, ma situation financière a connu des hauts et surtout des bas. Les dettes n'ont pas disparu, les difficultés non plus. Mais ce qui a changé, c'est que je ne navigue plus à l'aveugle. Je sais pourquoi je fais ce que je fais. Et même si aujourd'hui, je n'ai pas encore atteint cette fameuse liberté financière, je sais que je suis engagée sur un chemin que je n'avais jamais emprunté auparavant. Alors, avant de conclure cet épisode, j'avais besoin de revenir au présent. Pas pour faire le bilan, mais pour te dire où j'en suis réellement maintenant. Aujourd'hui, quand j'enregistre cet épisode, ma situation financière n'est pas encore réglée. Je suis encore en construction, encore en apprentissage et toujours en train de réparer certaines décisions passées. L'entrepreneuriat n'a pas effacé mes dettes. Il ne m'a pas offert de miracle. Mais il a changé quelque chose de fondamental. Ma façon de me voir, ma façon de penser l'argent et ma façon de me projeter dans l'avenir. Je ne me suis pas lancée quand j'étais prête. Je me suis lancée parce que rester immobile me faisait plus peur que l'échec. Et aujourd'hui, même si je ne suis pas encore libre financièrement, je sais une chose. Je ne suis plus prisonnière mentalement. Les pensées limitantes de l'impossibilité d'être riche, l'impossibilité d'être millionnaire, l'impossibilité d'associer
la foi avec le business, toutes ces choses, toutes ces pensées limitantes, clairement, elles ont disparu. Si tu te reconnais dans ce que je raconte, si toi aussi tu es dans cette phase floue, inconfortable, instable, alors ce podcast est aussi fait pour toi. Ce journal, je l'écris en temps réel, sans filtre, sans raccourci. On se retrouve dans le prochain épisode. Le journal continue. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour suivre la suite du journal. À demain.